Salut tout le monde, bienvenue sur Cinéview, votre interview cinéma préférée. Aujourd'hui, on va interviewer Mathieu Thury, un jeune réalisateur. Ça va parler science-fiction, jeux vidéo. Son film Méandre est passé au NIF. Je vous laisse venir avec moi. Mathieu, comment vas-tu? Ça va très bien, impeccable. C'est formidable. Tu es plutôt Shining ou Ça, le film, en sachant que les deux sont adaptés de l'œuvre de Stephen King. Ah, ça c'est pas sympa. Shining. Quand on dit Shining, aujourd'hui tout le monde pense, ce qui est ouf, d'abord au film. Ouais. Alors que le bouquin est Donc tu préfères incroyable. le livre? Donc non, je dis Shining. Ok. En général, Shining parce que justement il y a une espèce d'unité entre, il y a un super bouquin, il y a un super film, même s'il y a eu la suite là récemment, etc. Ça reste vraiment unique. Ça, il y a un super bouquin qui est un chef-d'œuvre. Il y a eu un téléfilm qui est culte, mais qui a quand même des défauts et qui a un peu vieilli aussi. Il y a eu les nouveaux films. Moi j'ai adoré, surtout le premier. Enfin j'aime les deux, mais j'aime toute la partie des gosses beaucoup plus. Donc de base j'aime beaucoup plus l'histoire des gamins. Mais tu vois, c'est un peu plus étalé un petit peu partout. Il y a des super trucs dans chaque domaine. Que Shining, c'est... Est-ce que tu préfères te retrouver à la place de Juliette dans Hostile ou de Lisa dans Méandre? Alors pour ceux qui ne savent pas, Hostile et Méandre, c'est les deux films que Mathieu a réalisés. Si vous voulez aller les découvrir, on vous mettra les liens dans la description. Lisa dans Méandre, parce qu'elle a un peu plus le choix entre guillemets d'agir, même si c'est aussi hardcore que Hostile. Mais elle est plus en contrôle en fait. On me dit Elle oui, maîtrise plus sa situation. Ouais, elle est plus. C'est à elle de s'en sortir. Dans Hostile, elle subit énormément, c'était tout le sujet du film, puisqu'elle subit à la fois dans les flashbacks et elle essaie de retourner le truc à elle, mais c'est beaucoup plus dark en termes, je trouve, d'émotion et de perso. Là où Méandre, l'air de rien, est quand même plus positif, puisque c'est quelqu'un qui a les moyens de s'en sortir et qui doit se battre pour s'en sortir. Donc, ouais, comme je suis plutôt dans cette optique-là en général, je dirais Lisa dans Méandre. Ouais. Pour regarder un bon film, tu préfères être posé tranquillement chez toi ou être au cinéma? Au cinéma. Au cinéma, c'est bien quand il y a des cinéphiles, des gens sympas qui prennent pas leur portable, qui parlent pas pendant le film. Donc il y a un vrai côté unique de la salle de cinéma, et surtout en ce moment avec tout ce qui s'est passé, on le reconnaît encore plus. Après, moi j'ai tous les films qui ont fait ma cinéphilie, je les ai découverts en VHS, donc ça veut pas dire non plus que les films n'ont pas d'impact s'ils sont vus chez soi. Maintenant, si j'ai le choix, je préfère être en salle, mais dans une bonne salle, quoi. Pour regarder un film d'horreur, tu préfères être tout seul ou tu préfères être accompagné? Le film d'horreur, bon, tous les films, mais le film d'horreur, c'est une expérience collective. Et pour autant, ça parle de choses hyper personnelles. Là, je viens de voir The Deep House des copains Maury Boustillo, et je l'ai vu tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un jumpscare, tu es tout seul. Mais en même temps, il y a un truc hyper intime avec le film qui se crée à ce moment-là. Donc, en fait, je vais dire, ça dépend du film. Ça dépend du Si film. c'est un bon film à jumpscare, vraiment, et tu y vas juste pour prendre un peu d'adrénaline, c'est vraiment mieux en public. Si c'est un film un peu plus cérébral et tout, c'est pas plus mal si tu es tout seul, moi je trouve, personnellement. Tu as grandi à Cannes, tu as vécu à Cannes. Est-ce que ça a influencé le choix de ton métier? Non, ça n'a pas été un choix, mais après ça a dû influencer un petit peu quand même, peut-être de loin. Mais j'ai découvert heureusement le ciné avant le festival, quoi. Tu as participé en tant qu'assistant réalisateur à de grandes productions, notamment Inglourious Basterds de Tarantino ou encore Lucie de Luc Besson. Est-ce que tu peux nous dire quel était un peu ton rôle, ton implication et ton ressenti? J'ai été ce qu'ils appellent Set Production Assistant. En gros, ça veut dire que tu bloques les gens. Et tu dis aux gens, tu passes pas, il y a un film. Mais ce qui est cool, c'est que par exemple sur Inglourious, c'était vraiment avec, tu vois Tarantino bosser. 2 ans avant, je découvrais Reservoir Dogs, je me prenais une claque dans la tronche, et 2 ans après, je suis sur un plateau avec lui. C'est un truc de malade en fait, quoi. C'est la meilleure école du monde. Les films ricains, quand ils viennent tourner en Europe, ils bossent souvent avec les mêmes prods, donc en fait, tu peux travailler très vite sur d'autres films. Et c'est comme ça que j'ai fait quasiment que des grosses productions, et je me suis spécialisé après en cascade, puis après en grosse figuration. Sherlock Holmes par exemple, c'est parce qu'on avait 300 figurants à gérer, et là pour le coup il faut des gens qui connaissent comment gérer la figure, c'est toi qui la mets en place. Ouais. C'est pas le réal qui vient et qui dit ouais tu m'en mets là, c'est eux ils ajustent après si vraiment il y a besoin. Donc ouais, je me suis spécialisé après dans les gros films, grosses figures, et tout en essayant, moi tu vois, je voulais être réal de base, donc je faisais mes courts-métrages, je faisais des festivals, et puis j'ai essayé de monter mon premier long, et en fait dès qu'Hostile s'est monté, j'ai arrêté en fait. Ça a été dur parce que c'est le moment, après je suis passé 3e assistant, donc là tu commences un peu à monter les échelons, à gagner de l'argent, à faire ta vie. Tu dois arrêter ça pour te lancer dans tes propres films, et ça, ouais, c'est un choix difficile, mais je me suis bien éclaté pendant 8-9 ans. Ouais. Du coup, on se demandait aussi si tu n'avais pas des anecdotes de tournage par rapport à cette expérience. Inglourious Basterds, c'était le tournage le plus fou. Normalement, tu sais que sur les tournages, quand tu manges le midi,
tu es dans des grandes tentes et en fait, tu te mets généralement avec les gens de ton équipe. C'est plein de petites équipes, donc tu te mets un peu dans ton coin. Et puis jamais tu vas manger avec Tarantino, quoi. Enfin, tu vois. Et lui disait non, vous verrez, vous aurez votre nom sur la table. Le lundi, il mangeait avec telle table. Le mardi, il mangeait avec la table numéro 2. Et donc en fait, forcément, il y a un moment dans la semaine où tu bouffais avec Tarantino. Il te pose plein de questions. Et tu l'as vu ce film-là? Toi, t'as rien vu, hein, il te parle de trucs. Après, tu prends des notes, il faut que je regarde tout ça. On est en train de tourner, on est en retard, on a une bonne heure de retard. Et d'un coup, on entend au talkie, les mecs me disent arrêtez tout, venez, rejoignez-nous sur le plateau, au centre et tout, machin. Alors tout le monde arrive. Et là, je vois des mecs qui sortent d'un camion, des grosses caisses en bois, mais genre en mode Indiana Jones, quoi. Caisses en bois, pieds de biche, ils ouvrent les trucs et tout, je comprends pas ce qui se passe. Et là, ils sortent du champagne, machin, tout le monde prend du champagne, ils te filent une coupe et tout, trop bien. Et nous, on comprend pas. On dit c'est peut-être l'anniversaire de Tarantino, j'en sais rien. Et non, en fait, on fêtait la 800e bobine, toutes les 100 bobines champagne. C'était directement ton objectif de réaliser tes propres films? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai fait des petits courts-métrages comme ça, vraiment comme ça. Et puis un jour, j'ai vu, c'était Braveheart de Mel Gibson, qui en fait, juste après, il passait le making-of. C'est un documentaire qui s'appelle Alba Goubrath, qui en écossais veut dire un truc. C'est Mel Gibson et son monteur en salle de montage. Et ils se prennent la tête sur une scène, ils n'y arrivent pas. Et là, d'un coup, au bout de 5 minutes de discussion, tu pars sur le tournage, donc un an avant. La même scène, tu vois comment il la tourne, hop, tu reviens en montage, et puis après, ils trouvent la solution, puis tu repars en prépa et tout. Et en fait, tu es là, tu regardes ça, tu fais ok, c'est ça, faire un film. C'est pas le cliché de. Tu as une chaise de réal avec écrit ton nom. Et puis, c'est ça en fait, tu sais, quand tu connais. Je te parle en plus d'un moment où tu n'as pas internet, ou tu vois, le ciné, c'est les clichés que tu en as en fait. Tu vois. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je fais des petits courts-métrages avec les potes et tout, déjà, tu vois. Et à 18 ans, je suis parti à Paris en fait. Et puis, j'ai eu un peu de bol aussi, c'est qu'à l'école, j'ai commencé à bosser après sur les films. Donc en fait, après, t'apprends. Mais depuis le début, je voulais être réal, en fait. Et après, j'ai fait 2 cours un peu costauds qui ont un peu tout déclenché. Puis jusqu'au long, après, avec Hostile, pas mal d'années après, 10 ans après. On a remarqué que tu étais un grand fan de jeux vidéo. Est-ce que tu as l'intention de continuer cette influence comme tu as pu le faire avec Méandre dans tes films? Méandre, je voulais vraiment faire un truc qui soit inspiré par l'expérience de joueur que j'ai, tu vois, sans forcément le dire aux gens. Tu as plein de gens qui verront pas forcément les refs de façon évidente, mais l'influence que le jeu vidéo a sur moi, elle est énorme parce qu'elle est pas basée que sur l'esthétique visuelle ou quoi, elle est basée sur la notion d'interactivité, de subjectivité. Donc oui, de toute façon, il y a toujours ce truc-là. Une part de jeu vidéo dans ce que tu fais. Complètement. Puis il y a des projets aussi dont je ne peux pas parler qui sont directement liés, mais ça, on verra plus tard. Je pense que l'adaptation de jeux vidéo, elle commence à trouver sa place avec les séries. Par exemple, quand on voit The Witcher, qui a plein de défauts, plein de qualités, mais on sent qu'il y a moyen d'aller dans l'univers de The Witcher sur plusieurs saisons. Là où un film The Witcher, ça n'aurait aucun sens, parce qu'au final, tu racontais quoi en fait en 2 heures? Si tu devais faire un film qui n'est pas dans le style de la science-fiction ou de l'horreur, ce serait dans quel genre? Je suis un gros fan de Moyen-Âge. Donc je suis vraiment, j'ai une bibliothèque entière de bouquins là-dessus, je lis tout ce que je trouve dessus. J'ai écrit un script qui lui est fantastique là-dessus. J'ai l'adaptation d'une BD française qui est un gros truc médiéval et qui n'est pas du tout dans le fantastique et ni l'horreur. Et j'écris aussi là je suis en train d'écrire un thriller un peu politique et tout, tu vois, donc des trucs comme ça. Ce que je ferai pas, en tout cas aujourd'hui, c'est de la comédie, et non pas parce que je dénigre la comédie, c'est parce que c'est un truc dont j'ai pas du tout les codes. Je pense que c'est extrêmement compliqué à écrire. Si on me dit tu dois faire une comédie, je pense que j'irai vers la comédie romantique, un truc très codifié, un truc que tu peux aider avec la mise en scène et faire, tu vois. Mais la comédie pure d'écriture, je serais incapable, j'ai pas du tout ni la culture, ni les codes de ce truc-là, quoi. À notre âge, c'est-à-dire environ 16 ans, qu'est-ce que tu allais voir au cinéma? C'était la grande période où j'allais voir énormément de choses. Et en même temps, c'est la période où je commençais à m'ouvrir à un autre genre de ciné. Parce que j'avais réussi à choper, justement, comme je devais faire l'ESRA, vers 16 ans, 17 ans, j'avais réussi à choper la liste, il te file une liste des 100 films à voir, en fait. T'as vu Le Parrain, Les Dents de la Mer, ce genre de trucs-là, mais en fait, tous les autres, t'as du néoréalisme italien, t'as du cinéma coréen, t'as des trucs que quand t'as 16 ans. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, je pense que vous êtes plus cinéphile que ce que nous, on pouvait l'être quand t'es un gamin du Sud et qu'il n'y a pas Internet, tu vois. Mais tu découvres ces cinémas-là, donc ouais, à 16 ans, je me suis pris des bonnes claques. Je sortais quand même du Retour du Roi aussi, tu vois. Tu nous parlais de Méandre avant, est-ce que tu as quelques anecdotes de tournage? Moi, je voulais tout faire en vrai, le plus possible. Donc, quand il y a de la flotte, c'est de la flotte. Quand il y a le feu, c'est vraiment du feu. Et donc, en fait, on a vraiment foutu le feu au tube. Ah ouais. Donc, quand on voit le feu, en fait, on a le dernier jour,
On s'est mis sur le parking du studio la nuit, pour pas qu'on voit bien sûr l'extérieur. Et en fait, tu avais des rampes à gaz installées par les gens de la technique. Et en fait, on a vraiment balancé du feu avec du gaz. Et donc ça a fait ces boules de feu qui en fait sortaient au bout du tube, parce que le tube n'était pas fermé. Hein. Donc tu avais 12 mètres de tube ouvert avec des protections. Et en fait, on balançait le feu, tu avais les caméras de partout. On a cramé tout le décor et c'était fun parce que quand tu passes 33 jours à filmer un tube et que tu en as vraiment marre et que toute l'équipe on peut plus, parce qu'on est 80 quand même autour, tu vois, de ce truc-là, c'était hyper cathartique de dire allez vas-y on crame cet enfoiré C'est fini. tube. Mais, donc c'était à la fois triste parce que ça reste un décor, quoi, tu vois, ça fait de la peine et en même temps c'était pour le film, quoi, il fallait le faire. Merci beaucoup Mathieu d'être venu avec nous pour cette interview. J'espère que vous avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu, allez voir ces films, Méandre, quand vous verrez ça, ce sera plus au cinéma, mais on vous mettra les liens et puis à bientôt. Salut. C'est un truc de fou, les pauses déj qui durent 1 heure, normalement elles duraient 2 heures. Il y a du pinard partout alors que bon, c'est un peu limite. Qu'est-ce que j'ai le droit de raconter ?